L'ABM, ou Account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans la saison 2 du podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing et du marketing B2B, proposé par l'agence Winbound. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e numéro d'ABM Experience. Pour cette deuxième saison, nous allons commencer avec un nouveau format qui donne la parole à celles et ceux qui aiment l'ABM et qui le pratiquent au quotidien. Le but est d'être concret, simple, direct, afin de vous apporter un maximum de valeur ajoutée pour améliorer votre marketing B2B. Ce qui est important, c'est qu'à aucun moment, la chaîne ne soit brisée. On définit un programme dans un laps de temps et ce laps de temps doit être respecté par les deux parties avec des actions simultanées ou en parallèle. Le principal, c'est que la chaîne ne soit pas brisée. Si par exemple on engage quelqu'un sur 2-3 contenus, on sent qu'il y a un certain intérêt, par exemple d'attendre 2 semaines pour ensuite imaginer un recontact, pour moi c'est déjà trop tard. Ce format baptisé Success Stories alternera avec des épisodes plus classiques sur des thématiques propres à l'ABM. Car oui, même après 1 an, nous avons encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est donc le moment d'accueillir Hélène Tourtet, qui est coach ABM et qui accompagne les entreprises dans la mise en place de leur stratégie d'account-based marketing. ABM Experience, épisode 12, c'est parti. Bonjour Hélène, vous êtes donc coach ABM en freelance et donc vous travaillez avec plusieurs entreprises pour mettre en place leur stratégie ABM. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en indépendante sur ce marché qui est quand même très spécifique et très particulier ? Bonjour Julien, merci de m'avoir invité à ce podcast tout d'abord sur ce sujet qui me passionne toujours autant. J'étais convaincue par les approches ciblées et personnalisées pour les actions marketing et commerciales parce que je l'ai pratiqué pendant 3 ans avant de me lancer en freelance et j'ai vraiment pu en voir les bénéfices. Donc après, aux côtés de Maxence Pindavoine, j'ai eu l'occasion d'organiser des meet-up ABM avec le soutien de BPI France. Et c'est vraiment là, en discutant avec différentes sociétés, que je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est qu'il y avait une forte demande de la part des entreprises pour l'ABM, ou comme je l'appelle souvent, l'approche grand compte. Et la deuxième, c'était que j'avais vraiment envie d'accompagner non pas une seule entreprise, mais plusieurs entreprises à mettre en place cette stratégie, avec des entreprises de tailles différentes, de secteurs différents, avec des contextes et des problématiques différentes. Voilà. Et en 5 ans, je dirais, maintenant, j'ai une vision multisecteur, multi-pays de l'ABM et c'est vraiment très enrichissant. Alors justement, quand on accompagne des entreprises de différentes tailles, différents secteurs, ils ont aussi différents niveaux de maturité digitale, différents niveaux de connaissances. Est-ce que ces clients vous sollicitent parce qu'ils ont tout à apprendre en matière d'ABM ou alors parce que ils connaissent déjà le sujet, ils ont besoin d'une expertise, d'une aide en particulier sur un point précis? Non, mes clients n'ont pas tous la même maturité ABM. Certains le découvrent, donc c'est là où c'est vraiment important de vérifier que l'organisation et sa stratégie est bien adaptée à cette démarche. D'autres connaissent le sujet, ont même été jusqu'à mettre en place certaines actions, mais ils souhaitent passer au niveau supérieur, qui est vraiment de mettre en place un programme complet et pas juste des actions isolées. Et en effet, il y en a certains qui ont juste besoin d'être accompagnés sur une partie de l'approche qui est manquante chez eux aujourd'hui. Donc, ça peut être la sélection des comptes, la recherche des comptes, comment personnaliser les contenus, l'alignement, etc. Et justement, quelles sont les principales problématiques auxquelles sont confrontés vos clients ? Est-ce qu'il y a des points vraiment précis sur lesquels vous voulez aider à se développer, à résoudre un problème peut-être ? En général, sur toutes les entreprises avec lesquelles j'ai échangé ou j'échange actuellement, on est sur des problématiques plutôt d'engagement, d'expansion de grands comptes, de vouloir faire connaître sa marque ou un nouveau service, de se positionner en tant qu'expert sur un sujet bien précis ou de démarrer des conversations avec des personnes clés ou des influenceurs, ou vouloir engager des conversations
et générer des meetings, trouver d'autres influenceurs et trouver d'autres points d'entrée pour arriver à démarrer des conversations. Être sûr aussi de travailler sur les bons comptes. Ça, Mmh. c'est quelque chose qui revient assez souvent. Plus récemment, aussi d'onboarder des personnes en interne dans les entreprises sur cette approche-là pour qu'ils puissent ensuite pouvoir l'implémenter par eux-mêmes. Alors quand on dit onboarder des personnes en interne, ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi? C'est les former, les acculturer Oui, les former, sur ces problématiques? D'accord. Et pour les former, c'est quoi? C'est leur expliquer un peu les fondamentaux de l'ABM, comment c'est ça ça. fonctionne? Ils sont plutôt à la recherche de méthodologie. Hein, Ils hein. sont plutôt à la recherche de bonnes pratiques. Étant donné que j'ai pu accompagner différents secteurs, différentes tailles d'entreprises, etc. Ce qu'ils aiment savoir, c'est les bonnes pratiques à garder et aussi les pièges à éviter. Alors justement, vous travaillez, je crois principalement donc dans le milieu de la tech, de l'édition de logiciels, du SaaS, également dans l'événementiel. Vous avez une expérience dans la construction, dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont différents en matière d'ABM selon les secteurs? Et si oui, lesquels? Les enjeux sont à peu près les mêmes. La différence, elle va se retrouver plutôt dans certaines actions, comme par exemple la recherche d'informations sur les comptes. Pour la tech, on va plus regarder la maturité numérique, sa culture au niveau de la data, etc., Mmh. etc. Pour l'événementiel, on va plutôt s'attacher à rechercher des informations sur comment le compte cible mène sa stratégie événementielle. Sur l'industrie, on va être plutôt sur de la recherche de projets, détection de projets. Voilà, c'est un peu ça les différences. Il y a aussi dans les méthodes et dans les actions, parce que en fonction de la cible et du pays, on va pas utiliser les mêmes formats ni les mêmes canaux de communication. On peut retrouver des petites différences également au niveau du type de contenu. On va pas proposer le même contenu au secteur public et au secteur privé, par exemple. Mmh. Il peut y avoir des différences. Alors, on a évoqué tout à l'heure la question du mapping de compte, en tout cas de trouver les bonnes personnes sur lesquelles parler. C'est un sujet, je crois, sur lequel vous travaillez, vous intervenez assez souvent. Juste en quelques mots, c'est quoi exactement l'account mapping? Qu'est-ce que c'est et comment ça s'inscrit finalement dans une stratégie ABM qui fonctionne? Oui, c'est une question qui revient assez souvent, en effet. C'est un document qui regroupe en fait les informations sur le compte, sur les contacts clés et où on peut y trouver la power map des contacts, c'est-à-dire l'organigramme des contacts. Ce document, il est destiné aux comptes plutôt ultra stratégiques pour l'entreprise, donc plutôt dans une démarche one-to-one, ce qu'on appelle one-to-one en ABM. Il a Mmh. pour but d'enrichir la connaissance du compte, mais pas que. C'est surtout de trouver des leviers pour bâtir sa stratégie commerciale et, in fine, signer le compte. Mais alors, c'est quoi un account mapping finalement? C'est un organigramme, c'est ça qu'on retrouve sur le site web d'un compte clé? Non, vraiment, un account mapping, ça va être un document Mmh. type PowerPoint, par exemple, où on va vraiment détailler, on va vraiment rechercher des informations clés par rapport au compte. Et en même temps, on va faire aussi cet organigramme de contacts clés dont l'entreprise a besoin. D'accord. Et alors, quand on fait cet account mapping, quand on fait ce travail-là, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face ou quelles sont les erreurs à éviter? Parce que j'imagine que c'est facile de se perdre, de vouloir mapper plein de comptes différents, plein de personnes différentes. En réalité, il faut être, j'imagine, beaucoup plus concentré, focalisé sur des personnes en particulier. Oui, ça respecte une certaine méthodologie. C'est vrai que le danger dans les grands comptes, c'est de se perdre un peu dans les filiales, de comprendre comment il est structuré. Donc il y a toute une méthodologie qui est d'abord de comprendre le compte, quelles sont les filiales qui sont rattachées à ce grand compte, Mmh. et ensuite d'aller chercher les personnes qui sont rattachées à ces filiales ou au niveau du siège, et donc d'avoir un peu des déductions et de commencer à dessiner un organigramme qui a besoin d'être confronté ensuite au terrain par différentes actions. Et donc le but, c'est quoi? C'est d'identifier le décisionnaire, la personne qui va prendre la décision d'acheter une offre, un produit, un service? Alors, ça peut être le décisionnaire, mais pas que. Ça peut être la personne qui va ouvrir les portes. Ça peut être un champion. Ça peut être un influenceur, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dehors des personas qu'on a visés, Mmh. mais qui a une certaine influence sur le pouvoir de décision. Et ça se voit de plus en plus dans les grands comptes. Vous savez, des personnes qui sont soit internes, soit externes, mais qui influencent sur certaines décisions. Alors, j'insiste juste un instant dessus, mais quand on a un regard un peu extérieur, comment on fait pour identifier un influenceur? Parce qu'on a juste une liste de noms qu'on peut retrouver sur LinkedIn, sur Google, et cetera. Mais
c'est un vrai travail d'enquête, presque d'espionnage, d'intelligence économique presque. Oui, alors moi j'aime bien appeler ça Sherlock Holmes plutôt, un travail de recherche où effectivement on va comprendre Mhm. quel est son rôle dans la décision d'achat. En général, ce sont des gens qui sont assez haut placés et donc qui sont assez qui s'expriment régulièrement à travers des conférences, à travers des articles, enfin qui sont assez visibles quand même sur Internet. Donc c'est assez facile de récupérer ou tout du moins de trouver des informations par rapport à ça. Et à travers une interview, on arrive très bien à sentir voilà ce qui intéresse vraiment la personne, quelles sont ses problématiques, etc. Donc c'est sur ces recherches qu'on peut s'appuyer, en tout cas pour dessiner un premier organigramme. Pour s'adresser à ces personnes, il y a un autre sujet clé dans le monde de l'ABM, c'est celui du contenu, et plus précisément celui de la personnalisation des contenus. Mmh. Vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être donner quelques clés de succès sur ce domaine? Alors effectivement, il n'y a pas d'ABM sans personnalisation de contenu, ça c'est clair. Il faut faire une personnalisation au niveau du compte ou au niveau des enjeux, au niveau sectoriel ou du persona. Bref, il faut vraiment, je pense, et c'est vraiment le message que je voudrais faire passer, c'est il faut se donner les moyens de personnaliser les textes, les designs, les intros d'e-book ou les cas clients, de varier aussi le thème choisi. Les recherches qu'on fait sur les comptes en amont permettent justement de définir, on va dire, les grandes thématiques qu'on a envie d'aborder dans les contenus. Et comme ça, on est sûr de traiter les bons sujets. Et pas les sujets qu'on veut pousser, mais les sujets qui intéressent notre cible. D'accord. D'où l'intérêt de bien identifier les points de friction ou les problèmes auxquels font face justement ces prospects, hein. Tout à fait. Le but, c'est de leur montrer vraiment que l'entreprise est experte sur ce sujet-là et qu'est-ce qui peut lui apporter en termes d'impact. Alors quand on parle de contenu, souvent c'est, vous venez de le citer d'ailleurs, hein, c'est des articles de blog, c'est des e-books, c'est des infographies, etc. Est-ce que le contenu multimédia aujourd'hui est quelque chose que l'on peut actionner en ABM? Je pense notamment aux vidéos, je pense aux podcasts, je pense à des choses un peu plus interactives. Est-ce que ça peut fonctionner ou on est encore sur le B2B, un marché qui est un peu plus conservateur, un peu plus frileux et qui préfère des contenus classiques, textuels, assez traditionnels? Je pense que vraiment, l'ABM, c'est le programme qui est adéquate en tout cas pour pousser les portes de la créativité. Il faut vraiment sortir de ce qu'on fait. Alors évidemment, il faut traiter des sujets qui intéressent la cible, évidemment, mais je veux dire, il faut pas avoir peur d'essayer des nouveaux formats parce que je pense qu'il y a quand même une lassitude sur certains formats. Je pense par rapport à la pandémie, par exemple, où on a fait beaucoup de webinars. Réinventer un peu, même si en fin de compte, ça reste quand même un peu des webinars, mais de penser à d'autres formats, par exemple faire 10 minutes de pause au petit déjeuner ou de proposer des formats un peu différents, c'est important. Donc il faut tester différents formats. Et si ça marche pas, c'est pas grave. On est vraiment dans une démarche un peu test and learn ou fail fast, Oui. pour citer ces anglicismes qui consistent à dire on essaye, on expérimente et on tire les enseignements de cette expérience. Tout à fait. Alors c'est du test and learn, c'est on dirait plus nous l'agilité en Ouais. fait Mmh. sur cette approche. Après, je pense que on va pas non plus complètement au hasard puisqu'on fait des recherches en amont. On a compris comment la cible consommait des contenus, quels sont les sujets qui les intéressaient. Donc oui, c'est du test and learn, mais quand même en mettant de grandes chances de notre côté. Ouais, le risque est plutôt maîtrisé à partir du moment où les personas et l'ICP sont plutôt bien préparés en avance, c'est ça, hein? Tout à fait. D'accord. Et alors, en termes de personnalisation de contenu, jusqu'à quel niveau de granularité il faut descendre? On parlait du one-to-one tout à l'heure. Si par exemple, je sais pas, vous ciblez des DSI des grandes entreprises, est-ce qu'il faut différencier le contenu selon qu'on s'adresse à Renault ou à Peugeot, par exemple? Alors non, il faut toujours penser réutilisation. Si on est dans une démarche one to few, ce sera le même contenu, mais orienté probablement secteur automobile. Dans le cadre d'une démarche one to one, on va plutôt personnaliser au compte, mais on va personnaliser certaines parties du contenu, mais pas à 100%, parce que sinon après, voilà, en termes de ressources, ce serait compliqué pour les entreprises d'être aussi et puis ça fait peur, trop de personnalisation aussi. Donc c'est quoi concrètement? C'est on change quelques visuels, on met à jour l'introduction, Oui, des parties.
Ça peut être en début ou à la fin quand on monte des cas, sur la partie design du contenu, voilà. Donc on peut avoir un e-book où entre Renault et Peugeot par exemple, pour reprendre cet exemple, on a 80-90% de contenu identique et simplement on affine, on change un peu certaines parties, début, fin, etc. D'accord. Alors tout dépend l'objectif qu'on a, mais oui. ABM, ça veut dire Account Based Marketing, et pourtant, même s'il y a le mot marketing dedans, c'est avant tout un sujet qui est ultra stratégique pour les commerciaux, pour les équipes de vente. Comment est-ce que on embarque une équipe de commerciaux dans une démarche ABM? Je crois que c'est quelque chose que vous faites en termes de formation, d'accompagnement. Quelles sont les réactions des commerciaux quand vous leur parlez d'ABM et comment est-ce que quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut partager pour faciliter cette acculturation et ce travail d'équipe? J'évite d'utiliser le mot ABM pour les commerciaux parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est encore bien dans la tête de tout le monde. Peut-être plus facilement pour les équipes marketing. Donc je parle plutôt d'une approche grand compte. Ok. Donc déjà il y a le vocabulaire. Après c'est de les engager dès le début du programme ABM, de leur donner de la valeur rapidement sur leur compte. Et donc ça, justement, cette phase de recherche, ça leur donne tout de suite des informations sur lesquelles ils peuvent, en tout cas, c'est des informations qu'ils peuvent exploiter immédiatement et pas attendre tout le programme avec les campagnes marketing, etc. Donc, c'est de leur rapporter de la valeur rapidement. Être clair sur les objectifs communs aussi, puisque le marketing va plutôt parler, par exemple, d'e-book téléchargé, le commercial va peut-être s'attendre à des demandes de projets. Donc voilà, trouver des objectifs qu'on se donne communs avec qui fait quoi. Les mettre en avant sur les messages aussi, parce que c'est une façon de les positionner en tant qu'experts auprès de leur cible. Faire valider les messages, les mettre dans la boucle des actions qu'on mène, faire des bilans sur des actions marketing. Voilà, c'est par exemple les résultats de la campagne, qu'est-ce que ça a apporté, etc. Qui a interagi sur quoi, etc. Faire des sessions de suivi de lead aussi, où le marketing justement va leur donner des informations pertinentes pour la prise de contact, pour le suivi des personnes engagées, et eux, parce que c'est un échange aussi, eux font leur retour sur les actions qu'ils ont menées. Et justement, quand on coach comme ça des commerciaux dans une démarche ABM ou de grands comptes, quelles sont les erreurs à éviter? Est-ce que vous avez déjà vu des cas chez des clients où on a, je sais pas moi, des guerres de territoire, où on a des gens qui veulent pas lâcher le pouvoir, ou des silos qui viennent briser un peu cet élan? Est-ce que vous avez une anecdote peut-être à nous partager pour bien coacher ces commerciaux? Anecdote, je sais pas, mais en tout cas, en général, les gens qui adhèrent au programme dans les entreprises, elles sont plutôt demandeuses. C'est pas imposé par le marketing, c'est présenté par le marketing et ceux qui adhèrent viennent dans le programme. Donc en général, c'est voulu et ils sont plutôt demandeurs de ce type d'approche, parce que les commerciaux sont déjà en réalité dans cette démarche de personnalisation, de vouloir envoyer du contenu avec de la pertinence. Ils sont déjà en fait dans ce mindset-là. D'accord. Donc non, je pense que la bonne pratique, là où je peux voir des fois des difficultés, c'est notamment au niveau de la sélection des comptes. Donc je pense que le marketing, il a un peu ce rôle de guider les sales dans le choix des comptes, de leur dire d'établir des critères entre eux, d'établir des objectifs. Est-ce que c'est la conquête de nouveaux logos? Est-ce que ce sont des anciens clients à reconquérir, etc., etc. Donc c'est plus challenger un peu et le marketing doit le guider dans la sélection des comptes, parce que si on passe trop vite sur cette étape-là, le risque c'est de perdre du temps et du budget sur un mauvais ciblage, clairement. D'accord. La deuxième chose que j'ai pu voir, c'est ne pas se cantonner au persona qu'on a défini. Je pense qu'il faut aller plus loin. Les influenceurs n'ont pas forcément les fonctions des personas. Donc, il faut rechercher par des mots-clés, sortir un petit peu des personas pour être sûr d'avoir
les personnes qui interagissent sur un sujet précis. Et ça passe par des mots-clés. Et ces mots-clés sont définis avec les forces commerciales qui ont l'habitude de rencontrer leur cible régulièrement. Donc ça veut dire identifier un peu toutes les personnes qui gravitent autour des personas, Exact. c'est ça, hein, d'accord. Tout à fait. Et de pas dire le persona c'est comme ma religion absolue, je dois que me concentrer sur eux. Il faut aller parfois un peu ailleurs. Exact. D'accord. Tout à fait. Après, il faut pas vouloir aller trop vite aussi. C'est-à-dire que des fois, on se dit à quel moment on demande le rendez-vous. Ça, c'est souvent ce qu'on a envie de pousser, mais je pense qu'il faut pas vouloir aller trop vite dans les programmes. Il faut d'abord prouver sa valeur, montrer l'impact au prospect sans lui demander quoi que ce soit, et ensuite lui demander quelque chose. D'accord. Alors, de manière très concrète, combien de temps il faut pour former une équipe de commerciaux? Combien de temps il faut pour leur faire comprendre les tenants et les aboutissants de l'ABM et faire en sorte de leur donner tous les outils afin qu'ils soient complètement opérationnels? Est-ce qu'on parle de 3 jours, 4 semaines, 6 mois? C'est quoi à peu près l'échelle de temps en moyenne? Alors, je dirais que ça dépend du cycle de vente qu'ils ont. Mais on va dire, pour moi, moins de 3 mois, un programme ABM, il est pas viable parce qu'il faut tester, il y a la phase d'état de lieu, de workshop au début où justement on s'aligne, cet alignement qui est vraiment vital. Ensuite, on lance donc les différentes actions. Ensuite, il y a le suivi des personnes engagées, etc. Donc pour moi, moins de 3 mois sur des cycles de vente moyens, voilà, c'est pas viable. D'accord. Un cycle de vente moyen, c'est quoi? C'est 6 mois, 1 an? Je dirais oui, entre 6 mois et 1 an. D'accord. Donc à partir du moment où il se passe une année entre le premier contact et la signature du contrat, il faut compter à peu près un trimestre pour vraiment préparer les équipes, mettre en place les outils, former les commerciaux, etc. C'est ça, hein? Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques pour accompagner les commerciaux, pour aligner les équipes marketing et commerciales ensemble? L'alignement, on l'expliquait tout à l'heure, mais de les engager, de faire valider le programme. Enfin, il faut vraiment que ce soit un jeu de ping-pong entre les deux services. Ce qui est important, c'est qu'à aucun moment la chaîne ne soit brisée. Donc on définit un programme dans un laps de temps et ce laps de temps doit être respecté par les deux parties avec des actions simultanées ou en parallèle ou enfin voilà. Mais il faut que le principal c'est que la chaîne ne soit pas brisée. Si par exemple on engage quelqu'un sur 2-3 contenus, voilà, on sent qu'il y a un certain intérêt. Par exemple d'attendre 2 semaines pour ensuite imaginer un recontact, pour moi, c'est déjà trop tard. D'accord. Ok. Tout du moins, ça réduisait les chances, quoi. Donc, faut vraiment rester actif régulièrement, mettre en place les bonnes séquences de contact, etc. Tout à fait. Alors, dernière question pour vous, Hélène. Vous intervenez en tant que coach ABM dans les entreprises. Est-ce que vous êtes là tout au long de la démarche qui peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, ou est-ce que vous intervenez pour mettre en place les outils et après vous vous retirez et vous laissez les collaborateurs travailler? Combien de temps dure une mission typiquement en entreprise? La mission, elle peut durer à peu près de 4 à 6 mois pour un programme. Après, s'il y a plusieurs programmes, du coup, ça peut être un peu plus long. Et puis après, en général, si ça marche, on a envie de reproduire la démarche, ou on a envie de tester d'autres secteurs, ou on a envie d'aller tester aussi la démarche sur un autre pays. Donc voilà, la première mission, et puis en général, ça aboutit sur des suites. Parfait, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange et pour votre participation. Donc je rappelle, Hélène Tourtet, que vous êtes coach ABM en entreprise. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. L'account mapping consiste à cartographier les points de contact d'un grand compte, qui peuvent être les décisionnaires, mais surtout les ambassadeurs, les champions, les influenceurs et les détracteurs. C'est une étape importante pour savoir à qui on parle et comment faire passer les bons messages. Numéro 2. Le contenu créé peut être réinventé et recyclé presque à l'infini. Un e-book peut ainsi se transformer en article de blog, en podcast, en vidéo, en infographie, en tweet, etc. Numéro 3. La formation des commerciaux et leur intégration dans une stratégie ABM sont fondamentales pour aligner les talents en place au sein d'une équipe. Définir le projet,
Former les équipes, définir les stratégies et les contenus à mettre en place peuvent ainsi prendre jusqu'à 3 mois afin de partir sur de bonnes bases et prendre le temps de faire les choses bien. Et c'est la fin de notre 12e numéro consacré aux success stories dans le monde de l'ABM. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 13e épisode où nous parlerons de l'état de l'ABM en France. À très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM ? Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.